Ça se comprend jusqu'à 17h sur CNews. Un thème d'actualité que l'on décortique pendant une quarantaine de minutes. L'objectif, c'est de prendre le temps de comprendre, de démêler le vrai du faux, de rappeler les chiffres, les informations essentielles. Bref, de vous aider à comprendre l'actualité. Et aujourd'hui, comme je l'annonçais tout à l'heure, c'est la question des violences lors des manifestations qui nous réunit. Les caméras dont sont dotés certains policiers peuvent-elles limiter les bavures? Les casseurs sont-ils suffisamment punis par la justice? La loi anti-casseurs annoncée par le Premier ministre est-elle liberticide? Voilà les questions centrales que l'on va aborder ensemble avec Frédéric Sicard, ancien bâtonnier de Paris. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes avocat associé au cabinet La Garandrie Avocat. Denis Jacob, bonjour. Bonjour. Secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Et puis avec nous, Sandra Buisson. Bonjour. Sandra, merci d'être là, spécialiste police-justice dans la rédaction de CNews. On aime bien commencer cette session par un reportage, un sujet qui pose un peu les enjeux du débat. Le ministre de l'Intérieur propose donc d'équiper les policiers munis de LBD, ces fameux lanceurs de balles de défense, de caméras piétons. Ce système sera mis en place lors de la prochaine manifestation des Gilets jaunes. Ce samedi, les explications sont signées Valérie Aknin. C'est le sujet de controverse depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. L'utilisation du lanceur de balles de défense par les forces de l'ordre aurait fait 4 blessés graves à l'œil, selon le ministère de l'Intérieur. Un bilan largement sous-estimé pour le collectif militant des Armonlés, qui en a recensé 17. Face à cette polémique, Christophe Castaner propose une solution. J'ai demandé que, dans toute la mesure du possible, les forces qui sont équipées de LBD à partir de samedi prochain soient systématiquement équipées de caméras piétons. Et qu'au moment de l'usage des LBD, ils puissent actionner les caméras piétons pour que, s'il y a un débat, une contestation, un contentieux, on puisse produire ces images, y compris dans le cadre judiciaire. Ces caméras ne filmeront cependant pas en continu. Les policiers devront les actionner au moment où ils utilisent des LBD, si les conditions le permettent. Je mets comme seule réserve un moment de réaction où ils seraient bousculés à terre, etc., où évidemment, je ne leur en voudrais pas d'utiliser une arme de défense qui est une arme de défense. À ce jour, l'IGPN a été saisie de 81 enquêtes. Alors on va parler à la fois du principe, mais d'abord de la mise en œuvre. Est-ce que c'est nouveau? 2, est-ce que c'est possible? Denis Jacob, est-ce que c'est nouveau, ces caméras piétons? Non, les caméras piétons ne sont pas nouvelles. Ça fait maintenant 7 ou 8 ans, je me trompe peut-être dans les dates, mais enfin, ça fait plusieurs années que le principe de doter les fonctionnaires de police de caméras a pris pied dans la police nationale. C'est une bonne chose. Les policiers eux-mêmes le disent parce que c'est un outil de protection juridique pour eux dans le cadre de leur mission au quotidien et notamment dans des quartiers particulièrement sensibles où on est habitué à faire face à de la violence et notamment des violences urbaines. Donc, la nouveauté, c'est quoi? C'est de l'utiliser systématiquement, ce que souhaite le ministre lors des manifestations? Oui, la nouveauté, c'est que habituellement, quand ce sont des CRS, on a un personnel qui est désigné pour filmer l'ensemble des manifestations et notamment pour identifier les plus virulents, les casseurs. Aujourd'hui, effectivement, tous ceux qui seraient porteurs de lanceurs de balles de défense seraient équipés d'une caméra piéton. Moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que je ne souhaite pas que l'on stigmatise une nouvelle fois le travail des policiers parce qu'on donne le sentiment que l'on va donner une caméra piéton pour dire, bah oui, effectivement, il y a peut-être eu des bavures avant, donc aujourd'hui, non, le débat, c'est de montrer que le travail des policiers est exceptionnel et professionnel, et que malheureusement, il y a eu des accidents. On peut pas. On y reviendra bien sûr, sur le nombre d'accidents. Mais le but, c'est de démontrer qu'on n'a rien à cacher, qu'on fait notre travail de manière exemplaire et que ces caméras seront là aussi pour démontrer que ceux qui commettent des violences, c'est pas, comme on le dit depuis quelques jours, les policiers. Frédéric Sicard, vous pensez que ça va fonctionner? On imagine un policier en pleine manifestation avec son lanceur de balles de défense, sa caméra, faut qu'il actionne, faut qu'il débranche. Enfin bon, est-ce que vous pensez que ce système peut être efficace dans les jours qui viennent? Je n'ai pas la moindre idée, mais je note que de toute façon, le ministre a dit dans toute la mesure du possible. Donc à partir de là, ça ne va pas bien loin. On verra bien comment les choses vont se passer, mais on ne peut qu'approuver qu'il y ait des images pour que les choses soient au carré. Ça protège qui? Ça protège plus les policiers ou plus les manifestants d'après vous? Les deux, mon capitaine, pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que par définition,
une opération de maintien de l'ordre, ça ne peut pas, c'est pas une opération de brebis. Enfin, c'est forcément un peu musclé. Je veux dire, sinon vous ne pouvez pas y arriver. Donc, il faut savoir si la réponse est proportionnée ou pas à ce qui se passe en face. Donc, il faut savoir très exactement ce qu'a fait le manifestant et si la logique, en plus dans une logique qui est forcément un moment de tension, parce que c'est dans un moment de stress, si l'impression que peut en avoir les forces de l'ordre donne une réponse qui est proproportionnée à ce que l'on voit en face. Parce qu'il y a deux choses différentes. Vous avez ce que le manifestant va faire et ce que ressent celui qui est en charge de la sécurité. Et c'est ce ressentiment qui est aussi jugé. On peut imaginer effectivement que ces films, ces vidéos qu'on récupérera permettront de faire la part des choses. Sandra, vous avez essayé de savoir comment ça allait se mettre en place samedi. C'est pas si simple. C'est pas si simple. D'ailleurs, c'est ce qui transparaît dans le télégramme que nous avons pu consulter, le télégramme envoyé par le directeur général de la police nationale à ses forces aujourd'hui, donc ce matin après les annonces de Christophe Castaner hier. Et effectivement, il est bien écrit qu'il faut déjà munir les CRS de ces caméras piétons dans la mesure du possible. Donc déjà, il y a le problème du stock. Il va falloir les équiper avec des caméras piétons. Et ensuite, il y a une autre réserve qui est mise, c'est que l'absence d'enregistrement, ça ne peut pas être un motif qui invalide le recours du lanceur de balles de défense. Donc c'est pas parce que le policier n'aura pas mis sa caméra en marche qu'on pourra dire il n'aurait pas dû utiliser son lanceur de balles de défense. Avoir une caméra et utiliser le lanceur de balles de défense, ce seront deux choses distinctes. Il faut garder en tête aussi que ce qu'a précisé Christophe Castaner hier, c'est que ce dispositif c'est un test, ça n'est pas définitif, il n'en fait pas une circulaire, d'ailleurs ça ne transparaît que via un télégramme. Et puis il l'a précisé, vous l'avez entendu dans le reportage de Valérie Acnin, c'est qu'il met une limite, c'est dans le cas où les policiers sont en situation de légitime défense, c'est-à-dire d'être agressés en situation de réaction. Mais ça, je discutais avec un responsable syndical il y a quelques minutes qui me disait, mais en fait, c'est dans la majorité des cas, c'est dans ces cas-là qu'on utilise le lanceur de balles de défense. C'est un effet d'annonce ? Je ne sais pas si c'est un effet d'annonce. En tous les cas, le port de la caméra piéton a démontré que dans des situations de tension, ça avait, c'est prouvé aujourd'hui de l'usage que l'on en a, ça apaise les relations. Mais pourquoi ? C'est dissuasif aussi pour les manifestants parce qu'ils se savent filmer. Parce qu'ils se savent filmer. Donc clairement, on peut établir comme moyen de preuve, puisque je rappelle que les enregistrements ne peuvent pas être extraits, qu'ils sont placés par définition sous scellé. Enfin bon, c'est très restrictif le cadre de la caméra piéton. Donc c'est un moyen de preuve pour démontrer que la personne s'est rendue coupable potentiellement d'un délit. Et donc là, on espère avant tout de dire on va utiliser la caméra piéton parce qu'on va utiliser le lanceur de balles de défense, c'est de dire on a la caméra piéton pour éviter les violences. D'ailleurs, dans le télégramme que le patron des policiers renvoie à ses troupes, il précise que l'utilisation de cette caméra piéton, elle a 3 objectifs. Restituer le contexte de l'utilisation, bien sûr, en cas de litige, constater les infractions, donc celles des manifestants, et collecter les preuves pour poursuivre les auteurs des violences contre les policiers. Alors évidemment, il n'allait pas présenter les choses dans l'autre sens, bien sûr, mais ça peut être utilisé des deux côtés. Mais justement, Frédéric Sicard, est-ce qu'on peut avoir la garantie que les images d'éventuelles images compromettantes pour la police seront diffusées, seront récupérées par la justice ? Évidemment, puisque par définition, c'est destiné à être utilisé a posteriori, c'est-à-dire devant l'autorité judiciaire qui va regarder, avec d'autant plus d'attention que le principe français, c'est l'individualisation des dossiers, c'est-à-dire qu'on ne juge pas in abstracto, mais on juge in concreto. Donc, de tout l'intérêt de regarder ces films, de les ouvrir et de voir comment les choses vont se passer. La seule chose qu'on peut un peu regretter, d'abord, c'est que des mesures soient annoncées un peu avec ce sentiment de précipitation, alors que nous avons des instruments pour apprécier ce qui est opportun. Nous avons même un institut. Je parle là de l'INESJ qui est en charge de la justice et de la défense et qu'il aurait pu être intéressant de lui demander son avis sur le point de savoir si la généralisation de cette mesure dans le cas d'une manifestation a un intérêt ou pas. Probablement l'institut répondrait-il oui, en nous donnant les conditions dans lesquelles ça doit être utilisé. Parce que mon voisin vous a dit ça apaise. Oui, il y a aussi parfois l'excitation, parce qu'il y a le côté t'es pas cap.
qui peut arriver de temps en temps. Mais probablement, oui, c'est apaisant. Et oui, c'est utile. Mais après, comment on va l'utiliser, quels sont les moyens, ça aurait été mieux d'y réfléchir. J'ai un peu le sentiment que de toute façon, les policiers et les gendarmes qui interviennent sur les manifestations, ils savent qu'ils peuvent être filmés partout et tout le temps, parce qu'il y a des journalistes, il y a des gilets jaunes qui filment eux-mêmes. Donc, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, voilà, on sait pertinemment. Les uns et les autres se sentent sous surveillance quand même. Oui, bien sûr. Oui. Donc, et c'est établi. Enfin, on voit fleurir tout un tas de vidéos. Mais ils le prennent pas mal, d'ailleurs, le fait d'annoncer ces caméras piétons pour les CRS. Enfin, les policiers que j'ai pu... Enfin, ils nous disent il n'y a pas de... Non, mais au sein de la police... Ça le fait déjà dans les quartiers, etc. Donc... Au sein de la police nationale, la caméra piéton ne fait pas polémique. Elle a été validée par l'ensemble des syndicats de la police nationale et globalement, les policiers sont contents d'avoir cette caméra. Je le disais tout à l'heure, pour eux, c'est avant tout un moyen de protection juridique par rapport à des faits qui peuvent être dénoncés, et on a un moyen de preuve pour dire non, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Alors c'est une réponse qui est à la fois technique et politique à la polémique sur l'utilisation de ces lanceurs de balles de défense, compris la suite des flashballs. Le chiffre du jour, c'est 81 enquêtes judiciaires ouvertes après des tirs de LBD. Donc voilà ce chiffre, c'est le chiffre officiel. Et puis on va regarder aussi le chiffre des blessés après 2 mois et demi à peu près de manifestations. Il y en a eu beaucoup. Des deux côtés. Regardons maintenant le chiffre des blessés. Depuis la mi-novembre, selon le gouvernement, il y aurait eu 2000 blessés chez les manifestants et 1000 du côté des forces de l'ordre. Voilà les chiffres que j'attendais. Alors je commence par les enquêtes judiciaires. Plus de 80 enquêtes ouvertes. Bon, c'est toujours trop, mais est-ce que c'est surprenant après 11 semaines de manifestations? Frédéric Sicard. Non, il y a une très grosse mobilisation des magistrats qui ont déjà assuré pendant les week-ends, en tout cas sur Paris, qui sont revenus pour pouvoir juger, pour pouvoir requérir, pour que le tribunal fonctionne tout le long de ces manifestations. Qu'il y ait des enquêtes, c'est plutôt très sain, parce que ça permet de voir après ce qui s'est passé, ça permet de rectifier. Et encore une fois, c'est le thème de l'individualisation. Ça prouve que notre état de droit fonctionne. S'il n'y a pas d'individualisation, c'est que là, on va y revenir, c'est vraiment la difficulté. Voilà. Donc, non, c'est plutôt sain. Il faut quand même, une nouvelle fois insister, comme vous l'avez dit, que des blessés, il y en a des deux côtés. Bien sûr. Et que sur les forces de l'ordre, il y a aussi des gens qui ont été gravement atteints. Ces dossiers, ces 81 dossiers là, qui concernent, donc là, je le dis précisément, des manifestants qui ont été blessés lors de l'utilisation de lanceurs de balles de défense. Est-ce qu'il y a des juges d'instruction qui sont chargés de ces enquêtes déjà, ou est-ce que c'est d'abord la police des polices? Comment ça fonctionne? Non, ça va d'abord fonctionner sous l'autorité du parquet avant d'aller chez un juge d'instruction. Les juges d'instruction sont déjà extrêmement chargés. Ouais. Ce type de dossier, ça suppose qu'on ait recueilli des faits, donc ça sera sous l'autorité du parquet que les services de police. Alors, ça sera peut-être la police des polices, mais enfin pas forcément, l'IGPN, parce qu'il faut déjà voir. Ce qu'a précisé Christophe Castaner, c'est que les 81 enquêtes sont menées par l'IGPN sous l'autorité du parquet. Voilà. Alors tiens, puisqu'on parle de l'IGPN, la femme qui compte dans ce dossier, c'est une nouvelle venue. Elle s'appelle Brigitte Julien. C'est la toute nouvelle patronne de l'IGPN. Le poste a été vacant pendant plusieurs semaines. Donc elle vient de prendre ce poste à la police des polices. Elle vient d'entrer en fonction. Elle était précédemment en Gironde, à la direction départementale de la sécurité publique. L'IGPN, c'est forcément un service qui est mal aimé, qui n'est pas apprécié par les policiers. Complètement, oui. Parce que c'est un service qui n'a pas la réputation de faire des cadeaux aux policiers eux-mêmes, contrairement à ce que l'on pourrait croire. On dit oui, mais c'est la police qui enquête sur la police, donc elle est forcément partiale. Non, justement, l'IGPN est craint, ça il faut le dire. La police nationale, c'est une des professions, pour pas dire la profession la plus contrôlée en France, voire en Europe parmi les polices, voire peut-être à travers le monde. Je crois en 2018 ou en 2017, il y a eu plus de 3000 sanctions de prise contre des policiers. Alors il y a différentes gamme de sanctions. Il y a des sanctions très, très minimes, et puis il y en a des beaucoup plus dures qui vont jusqu'à la révocation. Non, l'IGPN... Mais c'est vraiment un service indépendant? Ah oui, complètement. Oui, complètement. C'est un service indépendant. D'ailleurs, on lui reproche trop régulièrement d'enquêter uniquement à charge contre les policiers et rarement à décharge. En tous les cas, c'est ce que nous, syndicats de police, on dit régulièrement, parce qu'effectivement, des fois, on la trouve un peu dure dans sa façon de mener les enquêtes quand des faits sont signalés, alors qu'au bout du compte, on s'aperçoit, je reprendrai toujours le même exemple, parce que c'est un exemple qui a décrié la chronique pendant des mois et des mois, c'est l'affaire Théo.
C'est l'affaire Théo, avec une vidéo d'1 minute qui laisse croire à des faits criminels, alors qu'au bout d'un an Mais d'enquête... le premier rapport de l'IGPN était plutôt favorable aux policiers. Plutôt favorable aux policiers, et il reste favorable aux policiers dans l'infraction. Hein. Et donc on s'aperçoit au bout du compte, au bout d'un an, qu'il y a une vidéo de 9 minutes, et puis qui révèle que ça ne s'est pas tout à fait passé comme on le disait. Ça se comprend, c'est le thème de cette émission. Donc on pose parfois les questions de base. Frédéric Sicard, est-ce que dans une procédure à l'IGPN, il y a un avocat à un moment? Est-ce que les policiers sont défendus par un avocat? C'est exactement de la même manière que dans une autre procédure. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de raison au stade de l'enquête qu'un avocat intervienne, sauf s'il est dit qu'il passe à un stade beaucoup plus poussé de la procédure, où là, l'avocat va arriver. Mais l'avocat, en France, n'arrive que sur la fin, pas au début. Et donc, le policier, comme un autre justiciable, se débrouille jusqu'à ce qu'on lui dise que l'on considère que l'enquête a mal tourné. Ces lanceurs de balles de défense, c'est toujours intéressant de voir ce que font les autres pays, hein, Sandra, et je crois qu'ils sont interdits en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en Suède. C'est pas forcément qu'ils sont interdits, c'est qu'ils ne l'utilisent pas. D'accord. Ils estiment qu'ils n'en ont pas besoin, et c'est des pays qui ont pu faire face effectivement à des manifestations violentes ou à des dérives de manifestations avec les Black Blocs lors des sommets, le G7, le G20. Avec des théories de maintien de l'ordre un peu différentes. Alors eux, voilà, ils vont quand même au contact, ce qui n'est pas notre doctrine d'utilisation des forces de l'ordre, c'est de maintenir la distance pour éviter le contact et éviter les blessés des deux côtés. Eux, ils utilisent donc les lanceurs à eau et puis la matraque, mais effectivement, il n'y a pas que les moyens, il y a aussi la manière dont on prédispose les forces. Il y a aussi le fait d'utiliser le surnombre, en fait, qui aide aussi à maintenir une manifestation. Frédéric Sicard. Oui, puis surtout, il y a l'éducation sur la sommation. C'est-à-dire que je ne suis pas certain qu'en France, on connaisse tous les règles de la sommation, de la fusée qui part, le fait qu'il faut s'arrêter et que c'est la fin de la manifestation, alors que ce sont des cultures où, quand on vient vous dire c'est fini, c'est que c'est fini. Et là, en Allemagne, je crois que les véhicules sont équipés de haut-parleurs et d'écrans vidéo, d'écrans LED, pour annoncer attention, on va charger aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer ça pour la police française, ou est-ce que c'est totalement contraire à la stratégie Non, pas du tout. C'est pas incompatible. Le souci, c'est que, enfin, le souci, c'est pas un souci, c'est qu'aujourd'hui, le maintien de l'ordre à la française est déjà un maintien de l'ordre qui est reconnu mondialement, puisque de nombreuses polices étrangères sont formées au maintien de l'ordre à la française. Pourquoi? Parce que jusqu'à très récemment, le principe du maintien de l'ordre à la française était un maintien de l'ordre de tenir à distance les manifestants, avec tous les moyens à notre disposition, dont le lanceur de balles de défense. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette configuration-là. Depuis le 17 novembre 2018, on est dans une configuration de contact. C'est pour ça qu'en cours de route, il y a eu un changement de stratégie du maintien de l'ordre, où jusqu'au 24 novembre, on appliquait le maintien de l'ordre classique de maintenir à distance. Et puis, face aux violences extrêmes, qu'on n'a jamais connu. Enfin, les dernières vraies violences, on les a connues lors des manifestations contre la loi El Khomri, mais on n'a jamais véritablement connu de violence à ce niveau-là. Et aussi répétitive. Et aussi répétitive. Donc, du coup, on a adapté une stratégie de maintien de l'ordre de contact qui, aujourd'hui, pose des questions légitimes sur est-ce que les moyens mis à notre disposition pour faire du maintien de l'ordre de contact restent adaptés. Sandra. Oui, je voulais réagir à ce que vous disiez. Juste une précision, en fait, c'est l'Allemagne et les Britanniques, en fait, qui n'utilisent pas le lanceur de balles de défense. Ouais. Oui, enfin, l'Italie par erreur. Vous savez ce qu'ils utilisent en Angleterre contre les manifestants. Hein. Oui. C'est des bâtons, hein. Ils vont jusqu'à... J'imagine qu'ils sont un peu équipés. Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Suède, qui les utilisent pas. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez. En fait, si, ça fait plusieurs années que les Black Blocs ont changé leur tactique. Ils sont plus à l'arrière, ils sont au devant des manifestations. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu un groupe de réflexion qui a été formé au sein du ministère de l'Intérieur en coopération avec des représentants du ministère de la Justice. Ça a été enclenché juste avant les Gilets jaunes. Donc avant qu'ils sachent qu'il y aurait cette nouvelle mode de manifestation, il y a eu un groupe de réflexion d'enclenché pour revoir la stratégie du maintien de l'ordre. Frédéric Sicard, vous êtes avocat. Est-ce que vous pensez que la stratégie française du maintien de l'ordre, elle doit encore évoluer? Ou est-ce qu'au contraire, on peut se dire, après 2 mois et demi de manifestation, finalement 80 cas de bavure, j'emploie ce terme, confiés à l'IGPN, à la police des polices, c'est plutôt le résultat d'une police qui fait bien son travail?
Attendez, en France, on a cette culture des libertés publiques Oui. que nous avons affirmée et qu'il nous faut maintenant appliquer, qui est manifester, c'est intrinsèquement une liberté. Voilà, c'est une liberté constitutionnelle. Mais toute liberté a une limite qui est l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est l'excès quand ça commence à atteindre la sécurité. Donc, en tant que juriste, vous ne me ferez jamais renoncer à la liberté de manifester, mais vous ne me ferez pas dire non plus que cette liberté de manifester comprend le fait de détruire un quartier ou de s'en prendre aux gens. Donc, je peux tout à fait comprendre qu'on soit obligé de faire de la sécurité et de l'adapter. La seule chose que je dis, et je rejoins un peu monsieur d'ailleurs, qui est de dire, ne faisons pas ça trop vite sans voir quelles sont les conséquences de la manière dont on va déployer les nouvelles techniques. Il faut s'adapter. Je suis même en train de vous dire, finalement, on peut peut-être aussi s'interroger sur la pédagogie de la sommation. Peut-être expliquer à nouveau aux manifestants pourquoi il y a des obligations de déclaration. Pourquoi, quand il y a une sommation de dispersion, il faut la respecter. Enfin, toute une série de choses qui peuvent relever de la pédagogie. Ce que je dis, ce que je comprends mal, c'est pourquoi on a vraiment un institut national qui est plutôt très pointu, qui réunit des magistrats, des juristes, des forces de l'ordre, des gens de la défense, et que l'on ne lui demande pas de régler le problème, alors que c'est quand même un institut qui dépend du Premier ministre. Alors, on va parler maintenant de la loi anti-casseurs. Justement, le Premier ministre, Édouard Philippe, c'est la déclaration que l'on a essayé de mettre en avant sur ce dossier dans Ça se comprend. Édouard Philippe qui déclare « Ce n'est pas ceux qui remettent en cause les institutions qui auront le dernier mot » et on va voir quel dispositif est mis en place dans le cadre de cette réforme avec cette loi anti-casseurs annoncée le 7 janvier. Elle a pour objectif de prévenir les violences lors des manifs. Fichier, alors c'est peut-être le plus important, un fichier à l'image de celui qui cible les hooligans sera créé. Il permettrait d'interdire l'accès aux manifestations de casseurs identifiés. Ce texte prévoit également de sanctionner plus sévèrement ceux qui organisent des manifestations non déclarées. Et puis masquer son visage lors d'une manifestation est aujourd'hui puni d'une contravention. Le gouvernement veut que ça soit un délit. Est-ce que cette loi peut faciliter le travail des policiers ou alors au contraire, est-ce que cette loi va compliquer votre travail? Denis Jacob. Non, ça va la simplifier pour tout un tas de raisons. Moi, j'ai participé la semaine dernière à une table ronde à l'Assemblée nationale conduite par Alice Thureau, qui est justement rapporteur sur ce projet de loi qui a été déposé par un sénateur républicain. Nous, on ne veut pas aller dans l'extrême et l'escalade sécuritaire. Nous avons déjà des outils à notre disposition. Nous, on considère qu'il suffit de les adapter, notamment la création d'un fichier ne nous semble pas pertinent, mais l'adaptation de ce qu'on appelle le FPR, le fichier des personnes recherchées, qui est déjà soumis au contrôle de la CNIL, permettrait de créer une nouvelle rubrique où les personnes qui auraient été identifiées comme des personnes ultra-violentes, qui ont été déférées à la justice et qui pourraient faire l'objet d'une condamnation, notamment pour interdiction de manifester, nous permettrait en amont d'éviter d'avoir un trop grand nombre de casseurs sur des manifestations. Ça peut être assorti, une condamnation peut être assortie d'une interdiction de paraître quelque part. Oui, sauf que pour le moment... Ça vous dit que ça ne sert pas à grand-chose, les interdictions actuelles, ce sont des interdictions administratives. Et l'on sait que ces interdictions administratives font l'objet de beaucoup de recours. Donc ça ne tient pas. Par contre, si on a une condamnation judiciaire, de ne pas être présent sur un théâtre de manifestation reconnu comme potentiellement violente, eh bien nous, en amont, quand on va procéder au contrôle d'identité des personnes qui veulent entrer sur une manifestation, eh bien il y aura aussi des mesures administratives de pointer dans un commissariat, de signer un registre, mais ça nous permet en amont de pouvoir exfiltrer cette personne-là pour éviter qu'elle soit parmi les casseurs. Olivier Besancenot, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste, dit c'est un fichage politique d'opposants. Est-ce que cette loi est liberticide selon vous, Frédéric Sicard? Attendez, on ne sait pas comment on entre dans le fichier. Ça, c'est le tas d'amendements qui a été déposé en 2 jours. Ouais, et c'est des recto-verso. Donc, pour l'instant... C'est trop tôt. C'est pas précisé. Ce qui est précisé dans le texte, c'est très large. En fait. C'est trop tôt pour dire si le fichier est liberticide, parce qu'on ne sait pas comment on... Vous avez combien d'amendements en main, là, à peu près? Mon pauvre, plusieurs dizaines. Je n'ai pas réussi à les lire, mais il y en a largement sa bonne centaine. Donc vous dites quoi? Attendons de savoir ce que sera le contenu précis de la loi. On sort du fichier. Ce n'est pas en soi le fichier qui pose problème. C'est combien de temps... Qui va utiliser le fichier? Combien de temps on va l'utiliser? Par exemple, ça, c'est un vrai sujet. Uniquement le temps de l'interdiction de la manifestation. En fait, mais vous avez vu passer l'amendement qui dit tant que durent les manifestations sociales sur le motif de la manifestation sociale. Alors pour les Gilets jaunes, je vais vous dire, ça va durer un sacré temps. Donc attendez, si je vous écoute, je termine avec Frédéric Sicard. Il y a un risque liberticide?
Le risque liberticide, c'est quand vous créez des fichiers dont vous ne savez pas comment on entre dessus, quand on l'élimine et comment on le contrôle. C'est évidemment ça le problème. Et puis, le risque vient de vous être décrit. Il est mieux d'avoir un fichier qui est tenu à partir des données judiciaires plutôt que à partir des données administratives. Pourquoi ? Parce que le droit administratif va regarder les choses in abstracto, tandis que, et en tout cas à titre préventif, tandis que le judiciaire tient compte de faits qui ont été réalisés, à individualiser. Vous pouvez avoir quelqu'un qui n'a jamais manifesté, qui a un coup de sang et qui ne recommencera jamais. Et puis vous pouvez avoir celui qui, de toute façon, va vouloir casser au cours de la manifestation. Et celui-là, vaut mieux qu'il rentre sur un fichier contrôlé par un juge. La question est de savoir aussi qui inscrit ces gens et qui détermine s'ils sont interdits de manifester. Et aussi, parce que je l'ai annoncé tout à l'heure, il faut en dire un mot, comment la justice a sanctionné les casseurs. Est-ce qu'on a quelques éléments là-dessus? Oui, alors on a les suites de toutes les interpellations qui ont été menées. Alors certaines journées, il y a eu des interpellations massives, comme le 8 décembre, suite à ce qui s'était passé le 1er avec les saccages de l'Arc de Triomphe. Donc au 7 janvier, donc il y a quelques jours, on pouvait dénombrer au niveau national près de 6500 interpellations. Et toutes ces interpellations, elles ont donné lieu à environ 5300 gardes à vue, qui au final ont donné lieu à 1 millier de condamnations. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est par exemple le pourcentage de classement sans suite après les gardes à vue. Pour exemple, à Paris, il y a eu 1628 gardes à vue au total, donc depuis le début des manifestations, et près de 50% de ces procédures ont été classées sans suite, ce qui fait dire à certains avocats, notamment de Gilets jaunes, qu'il y a eu une intention d'empêcher certaines personnes de manifester, des personnes auxquelles finalement on n'avait rien à reprocher. Et on boucle en revenant aux caméras piétons, ça peut être un outil pour qu'il y ait moins de classement sans suite, parce que ça permet de donner des éléments de preuve éventuels. Oui, alors, en fait, une grande partie de ces arrestations ont été faites en amont. Préventives à l'arrivée, en sortie de barrage, à l'entrée de Paris, etc. Sur le fichier, c'est un faux débat, puisque nous avons déjà le fichier des atteintes à la sécurité publique, qui est un fichier qui est légal, qui est sous couvert de la CNIL, qui est utilisé par le renseignement territorial, dans lequel il y a les gens notamment de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite. Mais dont on ne peut pas se servir pour interdire une personne de manifester, c'est ça ? Non, parce que c'est un usage qui est restreint, qui est au niveau du renseignement territorial, qui a des informations que tout policier ne doit pas forcément avoir connaissance. Donc c'est pour ça que ce fichier-là est mis un peu de côté pour recenser les casseurs ultra-violents sur les manifestations actuellement, d'où la proposition que l'on fait d'adapter le fichier des personnes recherchées. Mais tout ça, toujours pareil, sous le couvert de la CNIL. Donc comme disait très justement monsieur, avant de dire que c'est liberticide, attendons de voir comment ça se déroule, et le contrôle de la CNIL fera aussi son travail. Dernier mot, Sandra. Avant le fichier, en fait, le fichier découle des interdictions de manifester qui seront ou non décidées. Et en fait, ça, c'est une idée qui avait déjà été lancée en juin 2017 lors de la prolongation de l'état d'urgence et qui avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. Donc, il faut attendre de voir aussi, même si c'est voté, ce qu'en dira le Conseil constitutionnel. Merci beaucoup. Alors, on va passer à l'infox dans cette émission. Tous les jours, dans Ça se comprend, on décortique une infox, un fake news. Et il y en a eu beaucoup, vous allez le voir, sur cette question des violences policières. Voici l'infox avec Thomas Goussard. Bonjour Thomas, merci d'être avec nous. Donc beaucoup d'infox sur ce thème lors des manifestations des Gilets jaunes. Ça commence tout de suite, on peut dire ça comme ça, dès les premiers actes. Le deuxième, en fait, dès qu'il y a eu des premières violences. La première infox du genre. Ça a commencé, peut-être vous en souvenez, c'était un post Facebook pour dénoncer des blessés lors de la manifestation. Comme la personne n'en avait pas trouvé assez, il a été emprunté des photos de blessés lors de manifestations en Espagne. Donc on le voit sur le tweet de l'AFP qui a débunké les photos. Ensuite, il y en a eu d'autres, mais ça s'est un petit peu calmé. On va dire que les Gilets jaunes étaient surtout sur le thème de la critique des médias qui ne parlaient pas de ces violences-là, qui ne parlaient pas des manifestants qui étaient blessés. Et c'est vrai qu'il y a eu des manifestants blessés. On rappelle ce chiffre de 81 saisies pour la police des polices. Et là, c'est revenu. Depuis la semaine dernière, justement, ces violences policières, elles sont un peu à la une des médias. C'est pas un hasard si on en parle aujourd'hui. Exactement. Et quand les médias se mettent à en parler, si votre discours c'est dire que les médias n'en parlent pas, il faut changer de stratégie. Retour aux fondamentaux, il y a eu une recrudescence d'infox ce week-end. L'AFP Factuel n'a pas chômé, ils ont passé leur week-end à démonter le vrai du faux. On vous en a sélectionné 4 des infox, dont 2 qui nous annonçaient des morts quand même ce week-end.
Vous avez un premier tweet qui a été supprimé. Il interpellait le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, en lui disant « Vous ne pouvez pas nier les violences policières, voici la preuve, voici une vidéo ». Alors effectivement, c'est une vidéo, elle est vraie. Elle est espagnole, elle date de 2012 à Tarragone, donc hors sujet. Ensuite, vous avez eu sur Facebook un partage d'un article qui annonçait un mort après un tir de flashball à Marseille. Donc là aussi, c'est vrai, hein, ça s'est passé en 2010 à Marseille, donc c'était un fait divers, rien à voir encore une fois. D'ailleurs, le terme flashball est inapproprié puisque les forces de l'ordre n'en ont plus depuis, c'est des LBD. Ensuite, vous avez quand même des choses un petit peu plus graves. Vous avez ce tweet où on annonce un jeune homme blessé grièvement, Kevin, très probablement blessé par une grenade assourdissante à Toulouse. Alors, probablement pas, puisqu'en fait, c'est une cigarette électronique qui lui a explosé la figure, au Canada, en 2016. Donc là, c'est vraiment une manipulation flagrante. Et dans le même genre toujours, vous avez sur Facebook, on nous annonçait aussi une victime à Rennes, avec la photo et un petit commentaire qui nous dit « Un gilet jaune me confirme la mort de cette mamie ». Donc là, on est dans l'affirmation. En fait, cette dame, elle a fait un malaise après un tir de grenade lacrymogène. Elle était asthmatique, les CRS sont chargés. Elle a été prise en charge par le SAMU et emmenée aux urgences. Alors là, l'auteur de ce poste-là, il a fait un démenti parce qu'il se fait attraper par l'AFP Factuel. Oui. C'est plutôt bien d'avoir démenti. Plutôt bien, mais un démenti quand même très léger. En fait, il se justifie parce qu'il ne voulait pas faire de désinformation. Et puis bon, comme la dame est quand même blessée, c'est pas grave. Voilà. Mais donc il se justifie, mais il ne corrige pas et il ne supprime pas son premier poste. Merci beaucoup, merci Thomas Goussard, à demain dans Ça se comprend. Que peut-on retenir de ce débat? Voilà ce qu'on vous propose tous les jours pour conclure. Le chiffre c'est 81 enquêtes judiciaires ouvertes après ces tirs de lanceurs de balles de défense avec la police des polices. La femme qui compte, on vous l'a présentée, vous ne connaissiez sans doute pas son visage, c'est Brigitte Julien, elle est la patronne, la nouvelle patronne de l'IGPN. Elle vient d'être nommée au début de ce mois de janvier. La déclaration, elle est signée Édouard Philippe. Ce n'est pas ceux qui remettent en cause les institutions qui auront le dernier mot. Déclaration pour annoncer cette réforme avec la loi anti-casseurs, annoncée le 7 janvier. Elle a pour objectif de prévenir les violences lors des manifestations. Merci à tous les deux. Merci Sandra. À très vite dans Ça se comprend. Tout de suite, c'est l'heure